Merci à tous. Bon, j'espère que le déjeuner s'est bien passé. On a la chance d'avoir le beau temps avec nous. Et donc on a la chance et le plaisir de recevoir aujourd'hui Cynthia Fleury, qui va nous parler d'un sujet qui découle de ce dont on a déjà un petit peu parlé ce matin, et qui va nous parler de populisme scientifique et de ce que ça veut dire de nos démocraties. Donc je vais lui laisser la parole pour une petite heure. Et puis Philippe Bizouarne, qui est anesthésiste réanimateur au sein de l'hôpital, qui est philosophe à ses heures perdues. À ses heures gagnées. C'est ça, exactement. Et donc qui va modérer, comme on dit. Éventuellement poser la question si la salle... Voilà. Donc je vous invite à ne pas dormir, s'il vous plaît. Et puis c'est à vous. Merci Cynthia. Merci. Donc moi je suis Cynthia Fleury, je suis professeure au Conservatoire national des arts et métiers, titulaire de la chaire Humanité et Santé, et puis titulaire de la chaire de philosophie au GHU Paris, psychiatrie et neurosciences. Donc on parle de populisme et science, de populisme scientifique. Alors attendez, je regarde déjà ça comment ça marche. Je suis pas très douée. Ah, j'ai éteint. Voilà, comme ça, c'est simple. Donc, c'est moi qui m'occupe des... Ah, voilà, c'est ça. Hop, ça y est, j'ai compris. Donc, on reviendra sur... En fait, on va travailler autour de notions qui sont quand même très extensives. Donc, voilà, on va attraper un peu les notions connexes. Conspirationnisme, complotisme, la question bien sûr de la post-vérité, l'invariant ressentimiste qui est présent dans tous ces endroits-là, les implications dans les sciences, populisme scientifique, etc. Alors la définition du populisme, j'ai pris une définition très récente, celle de Hagan, Bisley, Cohen, Foucault dans les origines du populisme, Seuil 2019. C'est une combinaison de trois grandes insécurités. Sécurité politique, donc il va y avoir quantité de réflexion sur bien sûr la défiance institutionnelle, la défiance des questionnements républicains, les questions de crise de la représentation politique. Très clairement, les populistes sont des grands critiques de cette notion-là. Considèrent qu'ils n'ont pas à être représentés. Éventuellement, ils se présentent. Ils sont des grands acteurs de démocratie directe. Bien évidemment, insécurité économique. Donc, il y a toute une question on connaît Fourquet, l'archipel, la fragmentation, la précarisation qui est derrière ces profils. Et puis, aussi, ce qui a été posé par Guilly, ce qui a été posé par Bouvet, ce qu'on appelle une insécurité culturelle, c'est-à-dire un sentiment, ça va même jusqu'à cette idée camusienne, mais pas Camus qu'on aime, mais un autre Camus sur le grand remplacement. Donc l'insécurité culturelle, c'est tout ce qui renvoie à mon Dieu, mes identités, la question bien sûr derrière de l'immigration, etc. Alors, populisme de droite, qui est défini ici par le fait qu'il y a un double déficit de confiance institutionnelle et sociale. Donc, déficit envers les institutions et bien évidemment peur de l'autre. Donc on est atteint sur l'interpersonnel, populisme de gauche, peut-être pour sauver un peu le populisme ou la gauche, je ne sais pas. Déficit de confiance institutionnelle, oui, mais en revanche, un sentiment que le capital social, malgré tout, se maintient et qu'il y a un point de solidarité. En fait, le noyau dur de tout ça derrière, c'est qu'on se rend compte que derrière ces trois grandes insécurités, on le verra plus loin avec un auteur comme Hermann Brock, qui a considéré que ce sont ce qu'on appelle des structures de soutènement, ces sécurisations politiques, économiques, culturelles. En fait, il y a un noyau dur qui est, à un moment donné, une insécurité psychique, une insécurité de la manière dont on se représente l'insécurité. Et à ce moment-là, on n'est pas tous au même endroit. Et je dirais que on bascule dans quelque chose qui est plus de l'ordre du ressentiment. Alors, tous les populistes ne sont pas des ressentimistes, entre guillemets, mais vous avez un point très important d'un variant ressentimiste. Alors, chez Barthes, en plus, quand on fait référence au poujadisme, vous avez la culture comme maladie,
c'est-à-dire très souvent chez les populistes, une atteinte au logos, ce qu'on appelle de la misologie, perte de confiance dans la régulation par le logos. Parler ne sert à rien, les mots ne veulent plus rien dire, donc il y a une désubstantialisation du logos. Et bien évidemment, cette désubstantialisation du logos, elle atteint la question de la raison et elle atteint la parole aussi par excellence. La logocratie, en tout cas dans une démocratie, c'est la science. C'est un régime de véridiction qui est le plus stabilisé, le plus en place, le plus légitime. Donc, un variant ressentimiste du populisme, double mouvement chez Poliani. Et puis là, on va voir rapidement les auteurs sur les questions du ressentiment, mais je vais y passer très, très vite. Parce que, alors, là, vous découvrez le plaisir des slides des SHS. Donc, ne vous inquiétez pas, parce qu'elles sont toutes comme ça. Il y en a 60, donc tout va bien. Et je vais y passer très, très rapidement. Mais juste pour que, quand même, vous ayez un peu de langage, enfin, pas de langage, mais plus de tonalité de vocabulaire sur cette question du ressentiment. L'intoxication, la foule des êtres manqués, on y reviendra parce que véritablement, quand on parle de surnuméraire, quand on parle d'inutile, quand on parle de remplaçable, etc., tout ça, ce sont des qualificatifs qui viennent expliquer, les profils populistes. Et ça renvoie quand même directement à quelque chose qui est de l'ordre du ressentiment. Et qu'est-ce que le ressentiment ? C'est une expérience et une rumination d'une certaine réaction affective dirigée contre un autre qui donne à ce sentiment de gagner en profondeur et de pénétrer peu à peu au corps même de la personne. Et c'est ça qui est important, tout en abandonnant le terrain de l'expression et de l'activité. C'est-à-dire qu'en gros, on va plus aller vers un désaveu de l'action politique et des formes traditionnelles légitimes d'organisation de la conflictualité, et on va plutôt aller vers une radicalité, une rupture des passages à l'acte. Voilà, donc on oriente l'action politique d'une certaine manière. Autre point important, ce sont dans les populismes, il y avait très souvent une volonté d'expliquer, voilà, que c'est d'ailleurs vrai, qu'il y a un certain type d'injustice, qu'on est victime. Donc il y a toute la question du statut victimaire. Souvent, parfois même, une clinique du traumatisme qui est sollicitée, avec quand même ce paradoxe aussi particulier qui est que, voilà, c'est aussi le traumatisme de l'absence d'événements. C'est-à-dire que ce qui était attendu, ce qui aurait dû avoir lieu dans ma vie, ce que j'aurais dû obtenir, n'est pas advenu. Et ça produit, de fait, alors certains appellent ça effectivement une injustice, de fait, mais c'est assez important de voir que de plus en plus on rentre dans des mondes où on va aller avec des personnes qui fonctionnent comme une effraction de ce qui n'est pas arrivé. Donc ce qui est dû, et pas simplement le droit, le devoir, etc. Je passe rapidement là-dessus. Juste les types de troubles, et vous allez voir que dans ces types de troubles, vous verrez des choses qui sont utilisées dans le populisme scientifique. Troubles oppositionnels envahissants avec provocation, attitudes systématiques, négativistes, hostiles, vindicatives, les accès de colère, ne jamais reconnaître ses torts, etc. Donc, comportement récurrent négatif, c'est-à-dire vous avez, et vous voyez très bien ça dans les tests, dans les profils conspirationnistes qui produisent nécessairement soit de la non-issue, soit toujours par des biais de confirmation, on vient toujours expliquer le pire ou le complot par tous les signaux. Donc ça, c'est très typique d'un tropisme paranoïaque. Hyperactivité, déficit de l'attention, déficit de la capacité à se séparer, à accepter la frustration, etc. Énamoration, personnalité passive-agressive, procrastination, donc c'est aussi des êtres qui sont empêchés, théorie de l'action entravée, et tout ça, souvent, ces formes de poussées négativistes et qui vont utiliser un langage très hostile, c'est les réseaux sociaux. Vous avez ça aussi beaucoup sur une certaine utilisation des réseaux sociaux. Vous avez l'affaire Mila en ce moment. Il suffit de regarder un peu les profils qui sont dans le box pour voir
un peu le type de choses. Alors, destin collectif de la pulsion ressentimiste, pour ceux qui s'intéressent à ça, je vous renvoie à Adorno. Voilà, qu'est-ce qui vient calmer cette pulsion ressentimiste, qui est, pour ma part, vraiment en deçà de la pulsion populiste. C'est ce que Freud a appelé la sublimation. La sublimation des instincts constitue l'un des traits les plus saillants du développement culturel. C'est elle qui permet aux activités psychiques élevées, scientifiques, artistiques ou idéologiques de jouer un rôle si important. Et qu'est-ce que les forces de sublimation dans un état de droit? C'est la culture, c'est l'éducation, c'est la recherche, c'est la science, c'est le soin. Donc, vous êtes des forces de sublimation, sachez-le. Mais justement, voilà, ça veut dire que, de fait, ce n'est pas neutre non plus quand ces forces-là sont attaquées, destituées, dévalorisées, etc. Elles mettent en danger profondément la survie de l'état de droit et elles mettent en danger l'individu lui-même qui n'est plus capable de se réguler et de réguler ses pulsions ressentimistes. Derrière, bien évidemment, la question ressentimiste et la question populiste, c'est la question de la réification, qui est vraie. Je veux dire, nous sommes dans des mondes de réification très forts. Alors, cette réification, elle porte différents noms. Ça peut être la réification économique, la question de l'obligation de performance, d'être un chiffre, d'être rentable, d'avoir ou pas tel ou tel statut, etc. Donc, vous êtes chosifié et résultat, vous êtes catégorisé. Et les catégories, vous voyez, c'est celle-là, hein, c'est déclassé, surnuméraire, remplaçable, inutile, invisible. Hein, l'éthique du Caire a beaucoup parlé de ces invisibles, les perdants, les gagnants de la mondialisation, les offensés, les méprisés, etc., etc. Donc très clairement, prenons par exemple une thèse très classique, là dernièrement, de Goodhart, vous l'avez peut-être lu, voilà, le monde s'oppose entre quoi jusqu'à présent on disait entre les perdants et les gagnants de la mondialisation. Lui va dire les anywhere et les somewhere, vous avez entendu hein, ça, ce qui est faux, hein, puisque bien évidemment, tous ceux qui sont partout, on n'est pas partout, on n'existe pas partout. Bien évidemment, ceux qui sont partout sont ceux qui sont très bien déjà quelque part et qui ensuite ont des structures de soutènement qui leur permettent d'être mobiles dans ce monde. Structure de soutènement, c'est par exemple d'avoir des diplômes. De fait, vous êtes beaucoup plus mobile si vous avez des diplômes. Donc, et alors, pourquoi je vous l'ai mis, Goodhart? Parce qu'il en est allé à formuler l'idée de, pour sauver la démocratie, il va falloir qu'il y ait un populisme décent. Alors, ces deux termes que, généralement, qui sont antinomiques. Voilà, entre les gagnants et les perdants de la mondialisation, d'un côté, vous avez une mobilité diplômée, heureuse, socialement reconnue, économiquement protégée, versus ceux, alors c'est un trait binaire, hein, tous ceux qui auraient besoin d'enracinement, notion de veille, mais qui, pour le coup, non, on a tous besoin, encore une fois, d'enracinement, mais soit vous vous sentez menacé par la démographie, par la diversité culturelle, par le précariat économique, et donc, soit vous avez cette identité portative définie par la réussite universitaire et professionnelle, une sorte d'individualisme progressiste, et puis les autres qui seraient plutôt captifs d'une identité, avec résultat un appel à l'appartenance communautaire comme structure de soutènement, mais très souvent la communauté elle-même, nous sommes dans un monde de société des individus, donc ça fait longtemps qu'elle a quand même pris un coup sur la tête, et donc vous avez voilà, une thèse du caractère ingouvernable des démocraties, sauf si nous acceptons que celles-ci cohabitent avec un populisme décent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait en gros du national-social soft. La question, c'est de savoir si on peut faire du national-social soft. L'histoire nous enseigne que non. Refonder un sentiment national décent qui ne relève pas de la pulsion atavique et primitive, mais de cette aptitude à une population à produire du capital social, plus encore que du capital national, les deux n'étant pas nécessairement liés. Donc, notion de populisme décent. Alors là, je vais... je vous renvoie juste pour ceux qui apprécient ça. Je suis perdue, donc je ne sais pas où je suis. Attendez. Non. Bon, c'est bien, ça nous fait passer là.
Je voudrais revenir en arrière et je ne sais pas comment revenir en arrière. Voilà, hop, hop, hop. Je reviens juste. Mais je vous renvoie, puisque certains d'entre vous sont philosophes, enfin en tout cas j'aime à penser ça, je vous renvoie à Wilhelm Reich, qui a beaucoup travaillé sur ces notions-là, sur voilà, tout ce qui vient construire sur l'apolitisme revendiqué par les, comment dire, les populistes. Et en fait, bien évidemment, cet apolitisme n'est pas, comment dire... bon, je suis désolée, ça ne marche pas bien, n'est pas, comment dire, vrai. Un homme apolitique est un homme qui s'embourbe dans ses conflits sexuels. Alors, si vous êtes intéressé par un penseur dit de l'orgone, je vous renvoie à lui et aux structures caractérielles qui peuvent être étudiées chez un être pour justement comprendre pourquoi, dans un premier temps, qu'est-ce qui constitue un être? Qu'est-ce qui constitue un être? C'est sa volonté de ne pas changer, c'est sa volonté de se conserver, c'est sa volonté de ne pas être bouleversé, être dans un confort thymique. Donc tout ça, c'est des notions qui peuvent nous expliquer pourquoi résolument nous avons du mal à accepter l'inédit qui surgit. Ça renvoie précisément à ce qui se passe quand le réel arrive et comment nous utilisons tout ce qui vient du passé pour comprendre ce réel qui précisément ne peut pas être expliqué par ce passé. Bon, je passe rapidement sur ces points et j'en viens plus spécifiquement à les avatars actuels de la tentation ressentimiste et puis la question populiste. Dans les avatars actuels, vous avez, vous le voyez, le populisme, le conspirationnisme, et qui tous ont cet invariant ressentimiste commun. C'est une pathologie de l'avoir, un sentiment du lésé. Ça fonctionne avec des biais de confirmation, c'est-à-dire on a une binarisation du monde, on a une perte de discernement, une perte de capacité à se nourrir de la diversité du réel. Il y a une sorte de voile comme ça d'indifférenciation qui, résultat, empêche quoi? Empêche que le monde soit une force de ressources, puisqu'il est indifférencié, c'est comme si tout était morne, tout était gris, et donc, résultat, vous ne pouvez plus vous saisir du monde comme force de résilience. Besoin infini et indéfini de réparation, ce sont des profils à vexation narcissique forte, bouc émissarisation, rivalité mimétique, c'est ce que Adorno appelle l'égalitarisme répressif, etc., etc. Essentialisation de la victimisation, une instrumentalisation des mémoires, et aujourd'hui, alors voilà, vous voyez le mauvais usage des trolls, les haters sur le net. Moi, j'avais appelé ça la prophétie inversée de Warhol. Vous vous souvenez de la prophétie de Warhol? C'était de dire que voilà, nous allons tous vivre 15 minutes de célébrité dans le monde. La prophétie inversée, c'est que ça sera 15 minutes de diffamation. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va se passer demain avec des atteintes directes. Voilà. Et puis dans sa version plus logos, qu'est-ce que ça fait sur le logos? Qu'est-ce que ça fait sur la démocratie? Qu'est-ce que ça fait sur la science? Ça fait soit de la misologie, c'était des Popper, avec cette haine du logos, cette haine de la régulation par le logos et cette haine de, soi-disant, il y a une raison scientifique supérieure. Non, pas du tout. Cette raison scientifique est l'apanage des élites, point. Et donc, elle est disqualifiée par le fait que c'est une raison élitiste. L'infodémie, qui aujourd'hui est considérée comme, par l'OMS comme une des causes renforçant le plus les maladies, au sens où première grande menace pour la santé dans le monde, l'infodémie. Et puis, bien sûr, les contextes qui sont posés depuis les années 80, mais qui ont été considérablement renforcés, les notions de post-vérité, c'est-à-dire nous sommes dans un monde où ce n'est pas simplement la vérité, le mensonge qui existe partout, c'est la vérité elle-même qui n'a plus valeur de vérité et qui est considérée comme purement interprétative.
d'où les notions d'alternatives facts, les faits alternatifs, les questions de fake news, etc. Et bien évidemment, le populisme, avec son allié conspirationniste, fonctionne souvent beaucoup à partir de la diffusion d'informations, de fausses informations. Et je vous ai rappelé Guy Debord qui avait dit les choses de manière assez magnifique en 1967 en disant le vrai va devenir un moment du faux. Voilà, pas plus de différence que ça. Alors derrière la question du populisme, en fait, il y a une vieille thématique en philosophie qui s'appelle la tyrannie de la majorité. Une des questions les plus difficiles en démocratie, c'est comment on préserve la qualité de la décision démocratique. Les philosophes politiques se sont écharpés sur cette question depuis la constitution de l'état de droit. Comment on protège la qualité de la décision démocratique? C'est la question de la démocratie des experts ou pas. Est-ce que la compétence est un critère en démocratie? Est-ce que ce n'est pas un critère, etc. Donc toute la différence, effectivement, vous êtes un citoyen, on ne vous demande pas de passer un permis à points de citoyenneté. Vous votez à l'âge de 18 ans, que vous soyez expert ou non expert. Et c'est un droit de la démocratie. Donc de fait, on considère qu'à ce moment-là, la compétence n'est pas un critère de citoyenneté. Sauf que, bien évidemment, le but du jeu, c'est quand même d'avoir un état de droit qui soit aussi une logocratie et qui donc défende un niveau de viabilité, d'efficacité, de pertinence, d'intelligence de la décision politique. Comment? Beaucoup ont répondu par la représentation politique. Le seul souci, c'est la qualité de la représentativité de la représentation, mais aussi même la qualité de compétence de cette dite représentation. Donc, etc., etc. Là, la tyrannie de la majorité, c'est que, de fait, de toute façon, produire du vrai en démocratie est une des choses les plus compliquées. Parce que vous avez des phénomènes de cercle de la raison, de conformisme, de despotisme doux. Je vous ai mis Ibsen, un ennemi du peuple. Les ennemis les plus dangereux de la vérité et de la liberté parmi nous, c'est la majorité compacte. Donc c'est, encore une fois, des vieilles questions qui n'ont pas changé. Nous, qu'est-ce que la démocratie? C'est un régime de protocole de véridiction. Alors, au départ, Max Weber, donc on est au début du XXe, considérait, et ça fait longtemps qu'on est sorti de cette idée-là, qu'il y avait une autonomie de la science. Voilà, la science est de son côté. Il défend ce qu'il appelle notamment aussi la neutralité axiologique, ce qui est tout sauf simple. Comme vous avez vu dernièrement peut-être le petit opus de Nathalie Hennig sur le militantisme académique, et qui considère qu'il y a justement une confusion des arènes dans la démocratie. Il y a l'arène classique épistémique, qui bien évidemment est construite par la découverte, la production, la validation de la science. Voilà. Et puis vous avez une arène totalement, viable également, qui est démocratique et sociale, où on diffuse la science, mais à un moment donné, on peut militer ou pas, donc c'est une arène politique, on peut demander une traduction en droit, c'est une arène civique, etc. La question, c'est comment on fait pour ne pas faire de la confusion des arènes, comment on fait pour à la fois faire de la controverse scientifique, qui est une opération et un outil absolument essentiel pour faire progresser la science, et en même temps, comment on ne transforme pas la controverse scientifique en controverse publique, qui, elle, est un autre système qui est beaucoup plus ouvert. Or, c'est une chose facile de le faire quand vous êtes éloigné de la phase de découverte, de production et de validité de la science, mais quand tout ça se passe en même temps, on a eu un dernier cas à l'heure d'aujourd'hui, avec la question des virus, et avec le coronavirus, où tout d'un coup, vous avez un phénomène de télescopage des différentes arènes, des différentes controverses. Et là, à ce moment-là, science, populisme scientifique, etc., ça se joue quasiment au même endroit. Nous avons une production, en plus de la science, en temps réel. Nous avons une accélération de production de la science très forte et derrière une évaluation qui n'arrive pas à suivre. Donc, résultat, cette confusion des arènes, elle est quasiment impossible à éviter.
Donc, je rappelle juste Foucault, dans son dernier cours au Collège de France, qui considérait que le grand mode de juridiction dans la démocratie, bien évidemment, c'est la question de la science, etc., mais que c'est quasiment impossible d'avoir une relation, en tout cas apaisée, stable, entre la démocratie et le courage de la vérité. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous devez énoncer un vrai en démocratie, la question de la communication de ce vrai, elle est quasiment aussi importante que le vrai lui-même. Et bien sûr, c'est pour un esprit scientifique pas simple, pas agréable à attraper. Je vous rappelle juste ça, donc, parce que derrière le populisme scientifique, il y a sur le fait de dire, mais ça ne respecte pas les codes de l'éthique de la médecine, de la recherche, de l'intégrité scientifique. Juste, on a établi un ethos de la science par Merton à partir des années 40. Je passe rapidement. Et puis, ce qui nous intéresse plus spécifiquement, c'est que depuis 2010, nous avons un statement, une déclaration commune revendiquée par tous les chercheurs. On respecte les principes de Singapour sur la question de recherche, d'intégrité de la recherche. Ça renvoie à comment on fait des essais cliniques, comment on produit un dispositif digne de ce nom de recherche. Ça va jusqu'à la manière dont on salarie, dont on protège, quelles sont les conditions économiques, bien évidemment, de la recherche. Ça renvoie bien sûr à la question du financement de la recherche, etc. Enfin, il y a X et X principes, et c'est ainsi qu'on pose ceux qui, respectent. Et bien évidemment, le populisme scientifique, c'est un grand coup de pied dans ces différentes valeurs de Singapour. Et autre point important, parce que très souvent, les humanités médicales sont, hélas, parfois utilisées pour jouer contre elles, pour jouer contre la médecine d'evidence-based, alors que les humanités médicales, c'est véritablement au contraire ce qui vient produire une critique, certes, d'une médecine qui serait parfois trop organique, de réification, renvoyant trop à ce que certains ont pu appeler le pouvoir médical, etc., ou des approches trop biologisantes. On a eu un grand débat dernièrement sur la manière dont on voit la santé, de façon purement biologique ou de façon plus holistique, sachant que l'OMS, bien sûr, défend la vision holistique. La question, c'est la différence entre le déclaratif et puis la réalité sur le terrain d'un evidence-based médecine qui continue, puisque dans le populisme scientifique, c'est aussi ça qui est attrapé, c'est-à-dire, certes, très bien, la guérison ne prouve rien, il n'empêche que remise en cause des critères de l'evidence-based medicine. Et donc, il y a une volonté de venir proposer d'autres critères de la charge de la preuve, ou de considérer que, après tout, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de prouver, mais c'est de guérir. Et donc, le populisme scientifique renvoie aussi directement à ça. Là, je vous renvoie aujourd'hui à Sciences Société, parce que pour étudier ces questions, c'est quand même la sociologie des sciences qui nous permet de faire un peu de comprendre ce dont il s'agit. Nous sommes dans un monde de démocratisation des savoirs, malgré tout. Donc oui, le débat autour de l'evidence-based, il est tout à fait important. Il est important à la fois dans les controverses scientifiques, et il est aussi important dans les controverses publiques. Le problème, c'est l'instrumentalisation ou pas de ce débat. Oui, il y a une entrée des savoirs expérientiels, notamment, je ne parle même pas des associations de patients, etc. Donc, ils sont tout à fait importants. Oui, la question de l'open science est importante. Oui, il y a une interrelation entre science et société. Et pourtant, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous complexifions, si vous voulez, la qualité, la sophistication de nos protocoles de véridiction. C'est ça, la vérité. Donc c'est plus compliqué aujourd'hui de faire de la science, de communiquer autour de la science qu'il y a 50 ans. Pourquoi? Parce que vous êtes aussi, si vous voulez, non pas simplement, je vous ai mis Calon et d'autres qui avaient à un moment donné posé le modèle
du déficit scientifique. Le modèle du déficit scientifique, c'est que pourquoi les individus, en gros, ne suivent pas les préceptes de la science, parce qu'il y a un phénomène de manque d'acculturation scientifique. Donc le grand problème, c'est l'alphabétisation scientifique. Et à partir du moment où il y a une alphabétisation scientifique, nécessairement, tout le monde va suivre les principes de la science qui elle-même a été stabilisée, etc. Bon, la réponse, c'est que pas du tout. Pas du tout, puisque bien évidemment, il y a des valeurs, il y a des croyances, il y a des représentations du monde, il y a des conflits, il y a science et société, etc. Et donc, résultat, vous avez un déficit scientifique, ce modèle du déficit scientifique. Comment on fait pour qu'une population agisse selon des principes scientifiques? C'est une des questions les plus complexes à l'heure d'aujourd'hui, puisque le modèle d'alphabétisation scientifique ne fonctionne pas nécessairement. Et donc, la question, c'est, très bien, mais alors, quel modèle? Parce que, par ailleurs, aujourd'hui, si vous avez des individus qui ont une acculturation scientifique faible, vous aurez de toute façon un déficit démocratique. Pourquoi? Parce qu'une très très grande partie des décisions politiques sont liées aujourd'hui à la prise en considération de différents arguments scientifiques. Et donc vous avez le fait que quantité de personnes seront évacuées de la compréhension de ces décisions. Et vous comprenez très bien que dans un premier temps, elles sont évacuées, dans un deuxième temps, elles se liguent entre elles et elles destituent l'état de droit qui les évacue. Donc c'est pour ça que c'est une question quand même clé. On ne peut pas simplement dire tant pis, le déficit scientifique ne marche pas, on fait autrement. Donc la question de la littératie, elle est déterminante. Alors, dans justement des propositions pour lutter contre le populisme scientifique, alors juste, je vous rappelle, donc intégrité scientifique, déclaration de Singapour, vous avez donc aujourd'hui une plateforme de signalement qui d'ailleurs vient encore récemment faire parler d'elle. Je vous ai fait un cas Raoult à la fin. Donc, PubPeer, vous avez la base de données de rétractation des articles. Il faut savoir, je n'ai pas pris le chiffre, mais que nous sommes dans une démultiplication des articles. Donc, de toute façon, cette accélération de la production rend impossible. On peut faire aujourd'hui... C'est simple, aujourd'hui, on ne peut faire que éventuellement une évaluation de qualité totalement a posteriori, voilà, et se dire, tiens, en gros, dans 2 ans après, tiens, etc., on va pouvoir peut-être vérifier ceci, mais en temps continu, c'est absolument improbable. Et si on veut respecter l'évaluation et le temps de l'évaluation, plus personne ne respecte pas ça, puisque par ailleurs, bien évidemment, le monde scientifique est un monde économique. Et donc, c'est la réalité de l'argent, des investissements qui prend la main, et donc les papiers sortent, qu'ils soient validés ou pas validés. Donc, résultat, on est obligé de réfléchir à d'autres modes d'évaluation par la communauté scientifique. Les points les plus importants étant les fraudes scientifiques génériques ou la fabrication, la falsification, le plagiat ou tout ce qui est du domaine des zones grises et qui sont tout sauf simples. Bien sûr, la question des conflits d'intérêts qui est une des questions les plus essentielles pour le populisme scientifique. Et puis, bien sûr, ce qui fait la science, c'est-à-dire la fiabilité, la reproductibilité, la transparence, l'évaluation, etc. Je vous renvoie au programme Forecast de Sciences Société. C'est les travaux de Latour et puis de Benvenu pour ne citer que lui, mais il y en a beaucoup d'autres qui considèrent que on peut se dessaisir du modèle de déficit scientifique qui traditionnellement était très top-down. On peut essayer de faire monter l'acculturation scientifique par de l'enseignement des controverses. Enseignement des grandes controverses scientifiques et puis même un exercice plus raisonné de controverses publiques. Et donc, résultat, on enquête. Vous avez des groupes entiers, comme vous avez eu sur l'Académie du climat, par exemple, pas l'Académie du climat, pardon, la conférence climat. Bon, c'est des conférences comme ça qui, tout d'un coup, ils vont travailler, chercher qui sont les acteurs, les parties prenantes d'une controverse, analyser leur position, leur
leurs arguments, les relations, bien évidemment les conflits d'intérêts derrière, etc. Et c'est comme ça aussi qu'on peut faire évoluer la crise de confiance en la science. Et puis d'autres qui considèrent que précisément pas, qu'en mettant le halo de lumière sur la controverse scientifique ou les controverses publiques, on renforce la défiance. On n'a pas de réponse à cette question si, malgré tout, sur le long terme, on ne renforce pas la défiance. Mais c'est vrai que sur le moment, on fragilise. Oui, il y a un moment plus compliqué, et on est là-dedans, par exemple. Alors, les tactiques des populistes scientifiques... Attendez, est-ce que j'ai... Oui. Les tactiques des populistes scientifiques. Alors, il y en a beaucoup, mais une des premières tactiques, c'est terrible, c'est d'instrumentaliser la notion de controverse. C'est de détourner les principes d'impartialité et de symétrie. Et puis, c'est d'user des principes de l'analyse des controverses pour faire valoir, bien évidemment, leur position. Donc, et ce qui leur permet d'obtenir visibilité et légitimité. Premier enseignement des créationnistes et du design intelligent, etc., c'est « teach the controversy ». Voilà, donc c'est très clairement, c'est comme ça que, voilà. Je vous renvoie à l'ouvrage de Oreskes et Conway, Merchants of Doubt, qui montre comment, ben voilà, des scientifiques se rallient à ces causes, non pas pour produire de la fausse controverse, c'est-à-dire qu'on reprend et on revient mettre du doute dans des savoirs qui ont été stabilisés, mais qu'on vient rechercher. Ça a été énormément utilisé, bien évidemment, par les industriels du tabac, etc. Et donc, on produit techniquement, extérieurement, des études scientifiques avec des scientifiques sur des objets qui, fondamentalement, ne sont pas éthiquement scientifiques et ne sont pas, puisque la stabilisation de la science, même si elle progresse, etc., même si, bien évidemment, jamais rien n'est stabilisé, mais il y a quand même des points importants. C'est ce qu'on appelle l'agnotologie, c'est-à-dire d'utiliser la science contre la science. Ça, ce sont des populistes scientifiques, mais qui sont utilisés d'un certain côté. Donc, production délibérée de désinformation, toutes les questions d'infodémie, fake news, je vous renvoie à l'ouvrage de Bronner, d'échéance de rationalité. Mais voilà, quand vous avez le premier grand spécialiste de fake news en chef, Trump, le Washington Post s'était amusé à compter les allégations fausses et trompeuses, 20 000 sur l'année, ça faisait 14 par jour, ou je ne sais plus, enfin un truc de fou. Donc voilà, vous avez des grandes figures de leadership qui aujourd'hui peuvent être liées à ce populisme scientifique et qui sont tout à fait... voilà. Qui sont des très comment dire, des apôtres de cette question-là. Je vous renvoie à cet article de Moatti sur 4 grandes figures de la radicalité anti-science. Il y a une tradition, alors c'est vrai, dans les Lumières, nous, on a un petit peu un enfant magnifique, très compliqué à gérer, qui s'appelle Rousseau, dans notre patrimoine français, et qui est généralement identifié comme celui qui est porteur d'une tradition anti-moderne à l'intérieur, sachant que ce n'est pas du tout aussi simple que ça, et que les anti-modernes défendent aussi les Lumières. Mais ils défendent une première critique des Lumières, donc ils sont très instrumentalisables. La nature a voulu vous préserver de la science. Tous les secrets qu'elle vous cache sont autant de mots dont elle vous garantit. Bon, j'ai pris simplement ce discours sur les sciences et les arts, mais très souvent, ce rousseauisme, on va aller le chercher, cette philosophie de la nature, et l'utiliser contre... Il n'y a pas que le bon sens pour lutter contre la science. Il y a aussi se revendiquer d'un naturalisme important, originel, etc. Populisme scientifique, donc, dénigrer la science au nom d'une remise en cause des élites, de la classe politique, des gouvernants. Dénonciation, c'est ça essentiellement, des conflits d'intérêts, qui sont, voilà, les scientifiques, les experts sont à la solde des labos pharmaceutiques, il y a une connivence des élites, il y a une science officielle, gouvernementale, qui est comme par hasard compatible avec les multinationales. Résultat, le peuple
C'est lui qui est garant du bon sens, c'est ça qui le protège. Je vous rappelle que chez Jefferson, il parle d'un instinct moral du peuple. Bon. On a toujours considéré, c'est compliqué d'ailleurs de faire autrement, c'est-à-dire que quand vous défendez la démocratie, vous êtes à un moment donné un peu obligé aussi de défendre le fait que le peuple, alors peut-être pas les individus, mais le peuple avec un grand P est raisonnable. Mais c'est une aporie, vous n'en avez ni la preuve, mais c'est une fiction régulatrice. Donc, parce que si le peuple n'est pas raisonnable du tout, à ce moment-là, ça n'a strictement aucun sens de le faire voter, et à ce moment-là, il faut faire mieux le roi philosophe et une dictature des experts ou une dictature des esprits éclairés, etc. Bon, c'est pas de fait aussi simple. Alors, autre figure classique et qui fait pas mal de mal, c'est la contestation radicale de la science par divers mouvements extrémistes, notamment néo-anarchistes, l'ultra-gauche, anti-science, remise en cause du progrès scientifique, toujours ces mêmes questions liées au grand capital, instrumentalisation, brainwashing du développement durable, etc. La troisième figure qu'on oublie, c'est, dit Moatti, celle de l'hypertrophie scientiste, où en gros vous êtes tellement promoteur de la science que tout est toujours possible, ça va jusqu'aux transhumanistes. Les transhumanistes sont dans cette hypertrophie scientiste. La science pourra de toute façon tout, etc. Mais c'est aussi considéré comme une figure du populisme scientifique ou de façon plus désagréable, ce qu'on appelle parfois du techno-fascisme. C'est la mouvance de Lyndon LaRouche. Pour ceux qui connaissent, c'est Jacques Cheminade. Mais quand vous regardez par exemple la revue Fusion Executive Intelligence, c'est des très 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 grands défenseurs de quantité de fausses controverses scientifiques ou publiques. Ils publient essentiellement ça, et c'est bien évidemment financièrement des très très gros enjeux. Ils ont une puissance de diffusion très importante. Donc scientisme hyperbolique, salut par la science, etc. Et puis la quatrième figure qui est celle du créationnisme et qui fonctionne avec toutes comment dire, ce qu'on connaît dans le prosélytisme religieux. Et d'ailleurs, on pourrait parler de prosélytisme, parce que ça fonctionne, encore une fois, la propagande, etc. C'est ce qui renvoie, enfin, le populisme scientifique s'appuie sur des mêmes techniques de transformation, d'influence, de diffusion. On reviendra sur Feyerabend, qui a été pas mal utilisé par Raoult, mais vous verrez que Raoult utilise des auteurs en les interprétant d'une certaine manière, et de fait, on peut se poser la question, effectivement, d'un populisme scientifique ou pas. Alors, le cas Raoult, je vous renvoie justement, pour ceux qui s'intéressent à ça, à un article de mon collègue à l'université je dis mon parce qu'il est philosophe, hein, mais je ne le connais pas du tout, donc le pauvre, il doit se dire pourquoi ce mot. Flora Cava, mais qui est je dirais très didactique, et surtout il a fait ce travail, et nous l'en remercions, de lire Raoult. Donc je ne sais pas si vous en avez envie, mais moi j'ai préféré laisser ça à Flora Cava, et donc à le laisser avancer là-dessus. Donc il se réclame de façon opportuniste d'auteurs incompris. Feyerabend, avec son anarchisme méthodologique contre la méthode, vous l'entendez souvent d'ailleurs dire cela, contre la dictature des méthodologistes, toujours le renvoi à la controverse, le renvoi à la disputatio scientifique, c'est vrai, elle est inhérente à la sphère scientifique. Son livre « De l'ignorance et de l'aveuglement pour une science postmoderne ». Et Cava de dire, en fait, c'est une forme d'épistémologie personnelle, prémoderne, à la papa, qui renvoie un petit peu à ce que Bacon a pu poser, c'est-à-dire un empirisme inductiviste. Hein. En gros, je regarde, je vois, j'essaye de comprendre, je dis. Bon, le seul souci, c'est que, bien évidemment, la science a depuis longtemps... et l'explication de phénomènes qui ne sont pas nécessairement visibles. Et donc, mais voilà, la méthode inductible est quasi infaillible, et
vous avez une recherche scientifique qui part de l'observation, qui arrive aux théories, généralisation de notre expérience à des cas futurs. Il y a un rejet de l'anticipatio mentis, c'est-à-dire on regarde la nature avec des hypothèses. Les hypothèses sont considérées comme des préjugés. Une hypothèse n'est pas un préjugé, ce n'est pas une interprétation, c'est une construction d'un outil qui renvoie à des critères scientifiques, etc. Donc vous voyez, c'est toujours le populisme scientifique fonctionne toujours avec une désubstantialisation, comme ça, des notions. Valoriser l'interprétation natura, observation pure, seul neutre, etc. Raoult pose qu'il y a 4 préjugés ou idoles qui produisent des fautes, ce qu'il appelle les idoles de la tribu, inhérentes à la nature humaine et à son fonctionnement cognitif, ce qu'ils appellent les idoles de la caverne, les conceptions et théories transmises par la société, les idoles de la place publique, qui sont les préjugés véhiculés par le langage, et les idoles du théâtre, qui viennent du respect, on pourrait appeler ça le nom des pairs, mais P-A-I-R-S. La 5e idole, c'est le désir scientiste qui veut trouver une explication à tout, alors que parfois, voilà, l'ego, il est, je dirais, une belle aussi illustration de cette idole-là. J'ai pris quelques citations pour que vous entendiez la prose. Il est naïf de ne voir dans les conflits d'intérêts que celui du financement. Il en existe bien d'autres. Un des conflits les plus importants est le conflit idéologique. Certaines personnes ont une approche religieuse des théories scientifiques. Celles-ci peuvent leur avoir permis de développer leur carrière, leur pensée. La remise en cause de ces théories les met en danger de leurs croyances et peut déclencher des réactions extraordinairement violentes. Je vois, comme Sidney Brenner, les théories scientifiques avec un détachement très important. Vous allez noter le sexisme sympathique de cette citation. Quand c'est moi qui les ai émises, Brenner dit « Je traite les théories scientifiques comme des maîtresses, je les désire, je ne les aime pas et je les abandonne lorsqu'elles ne me donnent plus de plaisir. Je n'ai aucun scrupule à avoir une théorie scientifique qui me permet à un moment d'expliquer les données de ce que j'ai sous les yeux et à avoir, quelques mois après, car les données sont différentes de ce qu'elles étaient, etc. » Je vous l'ai laissé parce que c'est quand même, je pense, très parlant de ces connivences entre profils. Et c'est ça qui parle. Pourquoi ça parle tellement, entre guillemets, aux populistes, qui eux ne sont pas scientifiques au départ, mais qui sont des populistes, c'est aussi ce type de discours-là. C'est ce type de discours de soi-disant, j'incarne un bon sens, j'incarne une pensée plutôt viriliste et bien droite dans ses bottes, comme diraient d'autres, etc. Une autre conséquence de cette conception inductiviste de la méthode scientifique, c'est l'instrumentalisme, au sens où la conception selon laquelle les théories scientifiques ne sont pas vraies. Donc on revient encore sur une mise en cause de cette notion, le vrai, la véracité, etc. Non, ça n'existe pas. Et on utilise Nietzsche au passage pour dire mais Nietzsche a bien dit qu'il n'y a que des interprétations. Donc il n'y a pas de vérité, mais de simples instruments pour prédire de nouvelles observations. Les théories scientifiques n'ont pas besoin d'être vraies ni d'être durables, elles ont besoin d'être utiles à un moment donné pour organiser la pensée face à des données nouvelles, pour la coquille. Quid à ce moment-là du non-observable ? Bien évidemment, quid des lois universelles ? L'inductivisme n'affirme ni ne croit à la vérité des théories scientifiques. Celles-ci sont de simples outils pour prévoir de futures observations. Il y a plein de coquilles partout, désolé. La prime à l'argument d'autorité aussi, qui est souvent utilisé, je suis un grand, etc. Et là aussi, l'utilisation des auteurs, mais tournée, utilisation de Popper, utilisation de Thomas Kuhn, utilisation de Feyerabend pour justement justifier son épistémologie personnelle. Alors que, encore une fois, depuis Merton, vous vous souvenez, 1942, c'est dans l'éthique de la recherche, depuis Merton, on a posé malgré tout qu'il y a ce qu'on appelle un ethos scientifique. Cet ethos scientifique, c'est d'accepter les règles du jeu scientifique, par exemple ne pas crier à la découverte tant que il n'y a pas un processus, encore une fois, qui renvoie à une collégialité des pairs, une évaluation, un certain type de respect de l'élaboration, etc., de la manière dont on fait tel ou tel protocole, tel ou tel essai.
Autre caractéristique du populisme scientifique, sachant que, bien évidemment, on n'est pas du tout contre la critique légitime de la science. La critique légitime de la science, elle a structuré la science, et notamment la science moderne, depuis Nuremberg jusqu'à la déclaration de Singapour. Donc, le tribunal des médecins, Nuremberg, c'est un moment absolument clé, puisque ce divorce très très fort entre la science et le progrès, entre la science et la démocratie, qui est une sorte de catastrophe interne aux Lumières, c'est bien évidemment 45. C'est 39-45, c'est symbolisé par Hiroshima et par Auschwitz. Donc c'est de là dont on se... Et après, vous avez différents moments où la technoscience a produit quantité d'accidents, etc., cachés bien sûr par l'information des États. Et donc tout ça fait que voilà, tout ce passif existe de toute façon. Donc, résultat, la critique légitime de la science, elle permet justement d'élaborer un discours lucide, critique, transparent sur les défaillances de la science, mais en même temps, bien évidemment, ses progrès. Maladie classique du populisme scientifique, vous l'avez peut-être vu dernièrement, parce que Étienne Klein s'en est fait le promoteur pour le destituer. C'est ce qu'il appelle c'est Hazlitt qui appelait ça, ultra-crépidarianisme. Moi, j'ai préféré l'écrire parce que... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça renvoie à sutor ne supra crepidam, c'est-à-dire cordonnier pas plus haut que la chaussure. Et donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous savez, c'est tous ceux qui viennent en plateau et qui ne sont pas spécialistes de la chaussure, mais qui sont des grands cordonniers. Et de fait, bon, on le sait, le problème, c'est que c'est une vérité de la démocratie dite d'opinion. Alors, ce qui est compliqué, c'est quand, effectivement, les médecins, les scientifiques, parce que se revendiquant d'un territoire de compétences, surfent et viennent travailler sur un autre territoire où ils ne sont pas compétents. Mais c'est très très compliqué, puisque par ailleurs, si vous instrumentalisez Kuhn, vous expliquez que la révolution de la science, elle se fait par la révolution des paradigmes, et très souvent par un camarade qui est connexe à la discipline scientifique de départ. Donc, le populisme scientifique, il est quasiment inhérent. On ne pourra pas s'en séparer aussi facilement. Déchéance de rationalité avec Bronner, instrumentalisation des biais cognitifs, on a ça bien évidemment dans le climato-scepticisme, le négationnisme, etc. Et puis on a une spécificité qui est quand même actuelle et qui fait qu'on a un relent de populisme scientifique fort, c'est la viralité algorithmique qui, en plus, les algorithmes sont construits pour mettre en exergue un certain type, pour l'instant, d'outils. Et résultat, c'est plus simple pour pour que les thèses du populisme scientifique avancent. Alors, je vous l'ai mis, mais on oublie une chose, c'est que bien évidemment, le conspirationnisme, c'est une construction fictive qui mobilise tous les biais de confirmation. Il est évident qu'il est beaucoup plus simple de diffuser des thèses conspirationnistes que de venir, si vous voulez, partager une équation mathématique très compliquée et très sophistiquée. Donc, il est évident que tout ce qui permet, toutes les thèses qui s'appuient sur des biais de confirmation, elles filent comme le vent dans les outils tels que nous les avons pensés aujourd'hui, qui sont ceux des réseaux sociaux. Et comme vous avez par ailleurs une économie qui est basée sur la captation, vous le savez, de l'attention, et pas sur ce que des philosophes ont pu appeler l'écologie de l'attention. Cette captation de l'attention, elle fait les belles heures du populisme scientifique. Les réseaux sociaux créent un nouvel espace-temps aussi où le discernement n'est plus possible. Les réseaux sociaux amplifient le phénomène de décontextualisation, de simplification, de binarisation. L'anonymat permet de troller, d'insulter, de diffamer, mais les algorithmes sont désignés de telle sorte à faire remonter ce qui a le plus d'audience. La viralité M, disons qu'elle est interpellée par ailleurs le ad hominem. Là aussi, vous avez quantité d'études pour voir qu'est-ce qui se met
en haut, il se met du ad hominem hostile, donc un nom, on insulte quelqu'un et ensuite on vient ou pas poser un objet de discussion. Et ce sont des techniques bien utilisées. Alors là, je vous ai juste mis ça avant d'arriver à la technique qui est le plus utilisée par les populistes scientifiques pour faire remonter leur thèse. Corrélation au CEVIPOF entre la défiance institutionnelle et la défiance scientifique. On a aujourd'hui au CEVIPOF établi un indice de tentation populiste, un indice de populisme qui est fondé à partir des différentes questions. Par exemple, les hommes politiques sont-ils plutôt corrompus? Un bon système politique est-il celui où les citoyens et non un gouvernement décident de ce qui leur semble le meilleur pour le pays? La démocratie fonctionnerait-elle mieux si les députés étaient des citoyens tirés au sort? Et, même question un peu plus haut, avez-vous l'impression que la science apporte à l'homme plus de bien que de mal, autant de bien que de mal, plus de mal que de bien? Et là, très clairement, on voit que populisme tout court et populisme scientifique et remise en cause défiance scientifique, c'est les mêmes catégories de personnes. Je vous ai mis aussi le cas des antivax, par exemple, qui est un des cas aussi importants de populisme scientifique. Je vous renvoie à l'ouvrage de Dr Jourdan. Alors, oui, nous avons cette spécificité d'avoir un pays qui est, en tout cas sur le déclaratif, parce que vous voyez que dans les faits, ça ne suit pas, mais sur le déclaratif, donc toujours cette prime à la déclaration quand même chez les Français. Résistance vaccinale française la plus élevée au monde. La résistance vaccinale est identifiée par l'OMS parmi les 10 grandes menaces contre la santé. Jourdan dit, il renvoie lui aussi. Le populisme scientifique a une cause, c'est le rousseauisme médical. Il renvoie également aux thèses malthusianistes et néo-malthusianistes, qui considèrent qu'après tout, il vaut mieux ne pas produire de nouveaux malades et faire en sorte de s'en séparer, donc d'une certaine manière du bien de la non-vaccination. La Ligue universelle des anti-vaccinateurs existe depuis 1880 et bien évidemment la technique. Donc une instrumentalisation du politique aujourd'hui, c'est de dire non, on ne promeut absolument pas l'anti-vaccinisme, qui est quand même identifié comme étant rétrograde. On promeut la liberté de vaccination, ce qui de fait n'est pas la même chose. Et donc, et puis on va avoir aussi toute une montée de ces nouvelles disciplines ou de ces nouveaux courants, naturalisme médical, la diététique, l'anthroposophie, ça va jusqu'au biodynamisme agricole. Le libertarianisme au sens où on fait ce qu'on veut, mais donc vous voyez qu'il y a une instrumentalisation aussi de toute la transition écologique, de toute la tradition de gauche anti-étatique, anti-système, pour justement promouvoir cette liberté de vaccination. Et juste sur la question, et j'en ai bientôt fini, de non-obligation vaccinale, puisqu'on s'est posé la question, est-ce que, on est plus... si on fait de l'obligation vaccinale, est-ce que c'est une bonne stratégie ou pas? Est-ce qu'il y aura ou pas trop de contournements? Vous avez des pays européens qui ne pratiquent pas d'obligation vaccinale et qui ont 95% de vaccinés. Deux profils, les résistants, les hésitants. On est allé regarder aussi du côté en se disant peut-être que derrière les questions d'antivax, il y a une compatibilité ou pas qui est religieuse. Il y a, c'est vrai, souvent une instrumentalisation de il y aurait la présence de dérivés porcins dans les vaccins, etc. Est-ce que c'est cachère? Est-ce que c'est halal? La question des cellules fétales, la question de l'aluminium, etc. Il a fait un petit cas sur la maladie du Nobel, mais qui est un peu ce que Klein définissait sur la question du cordonnier. Souvent, la réalité, derrière les antivax, il y a souvent ce qu'on appelle un biais de représentativité, c'est-à-dire celui qui a été mis en échec par
ça existe, et qui tout d'un coup, au sens de Moscovici, Serge, devient une minorité active de transformation et donc surreprésente son cas. Il y en a de fait beaucoup. Il y a aussi beaucoup d'hommes politiques qui ont un vaccinoscepticisme et qui donc produisent. Donc ça, d'aller regarder, il y a certainement un sujet pour se protéger du populisme scientifique, c'est quand même l'alphabétisation des parlementaires scientifiques, c'est-à-dire le rapport à la science au cœur de l'État. C'est quand même là, parce qu'on a des garants qui s'ignorent chez les parlementaires. Et puis, par exemple, prenons le profil sociologique des professionnels de santé dits hésitants. 20% sont des médecins, 53% des infirmiers, 72% des aides-soignants. Donc on a un niveau de confiance, toujours dans la science, qui est corrélé à un indice socio-économique et puis un niveau de diplomation. Il y a un recours très très fort par le populisme scientifique aux publications mensongères. Je vous ai laissé le cas Wakefield. Et il y a surtout aujourd'hui, voilà, ce qu'on appelle l'astro-turfing. Donc l'astro-turfing, c'est comment des communautés se donnent rendez-vous à un moment donné sur des réseaux sociaux pour produire, au travers d'un hashtag, une montée dans les trends des réseaux sociaux. Et ça, ce sont des opérations de militantisme qui sont énormément utilisées par le populisme, par ceux qui défendent des thèses anti-science ou simplement produisant du doute, mais du doute, non pas du doute méthodologique, mais du doute pour destituer, encore une fois, la science. Voilà un petit peu les choses que je pouvais vous dire et j'en ai fini. Ah oui, je vous dis juste, puisque c'est l'ENS qui a tiré le signal d'alarme sur le cas Raoult, vous avez vu, hein, il a attaqué celle qui le mettait en cause et l'ENS a fait un communiqué sur la judiciarisation des débats scientifiques à des fins d'intimidation est inacceptable, etc. Et a rappelé encore une fois une autre manière de voir l'éthos scientifique, le débat entre pairs plutôt qu'au prétoire est le fondement de la vérité scientifique. La critique publique est ouverte, mais pas son instrumentalisation, si on peut dire. Et si les comportements personnels des chercheurs les uns à l'égard des autres relèvent du droit général, comme ceux de tout un chacun et non de la science, la confusion des ordres, ce qu'on a appelé la confusion des arènes avec Hennick, nuit à tous, à la recherche de manière générale et à la confiance qui lui est faite. Merci Cynthia, c'était d'une extrêmement grande richesse et tu as bien effectivement insisté sur, je trouvais, la complexité d'une définition, si on pouvait définir le populisme scientifique. C'est vrai que c'est compliqué de ranger dans des cases un certain nombre de traits qui sont multiples et variés entre les antivax ou les complotistes et les créationnistes, c'est compliqué. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait un style probablement populiste avec un certain nombre d'acteurs dans cette mouvance, que ces acteurs étaient plutôt, et ça tu vas me dire si je me suis trompé, plutôt dans une croyance vis-à-vis d'une vérité qui est refusée a priori dans la science. La question que je voulais te poser, c'est finalement, est-ce que la problématique est-elle dans ce monde qu'on dira complexe, face à des réponses nécessaires, face au ressentiment, à la peur, au sentiment de dépossession qu'un certain nombre de, comme tu as bien décrit, de personnes qui le relèveraient du populisme ou qui rechercheraient dans un peuple en tout cas, à nouveau un avenir meilleur. Est-ce que tu penses que cette difficulté finalement de la science à pas répondre à des questions très complexes dans un réel qui se bouscule, sans compter les méthodes et les controverses, cette recherche d'une vérité unique pour essayer de répondre à une sorte de peur face à l'incertitude du futur et pas au final quelque chose qui est le trait principal ou serait un des traits principaux du populisme scientifique? Oui, je pense que c'est pour ça que j'ai fait ce laïus un peu initial sur le ressentiment.
c'est que derrière le ressentiment, il y a un besoin vital, psychique, de sécurisation, donc de réponse. Il y a une incapacité de résister à la frustration, donc au fait d'éprouver un manque et de ne pas combler ce manque. Et donc derrière, vous pouvez le tirer sur le fait que la science ne répondant pas, alors qu'elle se présente comme précisément aussi celle qui répond, mais le principe même, pour le coup, de la vie, si j'ose dire, et du réel, c'est de ne pas répondre. Donc, si vous voulez, c'est de ne pas répondre au sens où, nous ne sommes pas dans la toute-puissance et, de fait, le réel est ce qui fait effraction à notre capacité de synthèse, d'entendement. Donc ça, c'est une chose très... Donc ce point, il est tout à fait important. Et puis le deuxième point, c'est que par ailleurs, oui, la montée... alors, c'est pas tout à fait vrai, mais la défiance, oui, elle suit aussi un phénomène de clarification, de transparence de la science qui, par ailleurs, peut donner des moments en expliquant que voilà, c'est déficitaire à cet endroit-là, que ça ne respecte pas telle ou telle intégrité, etc. Sur le long terme, dès qu'on ouvre sur le long terme, cette transparence-là ne vient pas renforcer la défiance, malgré tout. Mais sur le moment que nous vivons, oui, ça crée des arguments assez simples à aller tirer pour dire de toute façon, regardez, nous avons raison. Pourquoi ? Parce que les populistes fonctionnent par binarisation, si vous voulez. Donc c'est tout ou rien, la nuance n'est pas possible, etc. Donc ce phénomène qui consiste toujours à décomplexifier une situation, c'est aussi ce qu'on a en commun chez les populismes de toutes sortes. Et oui, tu as raison de dire un style, parce que on a vu comme ça quelques invariants qui sont communs, mais ensuite c'est très plastique, hein, donc c'est quelque chose qui s'adapte au moment, à la thèse, aux outils, etc. Alors, avant de laisser la salle parler, parce que je pense qu'elle a plein de questions à poser, l'autre question que je voudrais te poser, c'est finalement ce lien entre une irrationalité du populisme. Souvent, les gens très rationalistes considèrent que les populistes sont irrationnels, voire débiles. Est-ce qu'il n'y a pas, en finalement donnant à la science le poids peut-être démesuré qu'on lui donne, une perte du politique dans cette affaire ? C'est-à-dire que la réponse politique, est-ce qu'elle n'est pas insuffisante? Et moi, quand on en parlait tout à l'heure, quand Macron dit que c'est le meilleur épidémiologiste du monde, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre là le politique? Tu comprends ce que je veux dire? La démocratie avec non plus une démocratie consensuelle, mais où on accepte enfin les conflits, où on redémocratise finalement une société, quitte à ce que la science participe au débat, mais n'est pas la seule, effectivement, le seul domaine qui répondra à toutes les questions de tout le monde. C'est en gros, est-ce que le populisme scientifique n'est pas une réponse à effectivement peut-être trop de science qu'on demande pour toujours la même chose, répondre à cette incertitude face au monde? Le politique est-il perdu? Non, j'espère pas. Maintenant, c'est vrai que ça n'aide personne si Macron fait ce genre de métaphore ou de présentation de lui-même. Alors, on a vu, c'était assez intéressant comme étude de cas d'ailleurs, puisqu'on a vu comment le politique instrumentalisait ou pas la science selon les moments, notamment pour expliquer la stratégie la stratégie de gestion entre guillemets de la pandémie d'abord, et puis ensuite la stratégie vaccinale. Dans un premier temps, vous avez un politique qui s'est mis derrière et qui a mis devant le conseil scientifique au travers de la personne de Delfrécy, etc., et qui s'est retrouvé lui très vite dans une position où qui était intenable, puisque, encore une fois, le politique est un exercice d'arbitrage des légitimités. Et donc, il y a une légitimité scientifique, mais il y a une légitimité économique, il y a une légitimité environnementale, il y a une légitimité éventuellement citoyenne, que sais-je. Et le politique n'est pas dans un système de vérité, il est dans un système de choix,
mais d'arbitrage de différentes prises en considération des légitimités. Et il fait sa tambouille, sachant que lui-même, il est représentant d'un peuple qui l'a élu, etc. Et c'est vrai que tout d'un coup, tout se fissure parce que l'état de droit est un régime d'arbitrage, c'est un régime de confrontation et de mise en concurrence des légitimités, alors que, et la science est elle-même ça, mais dans son univers, mais elle n'est pas, en tout cas dans un régime d'état de droit, si elle est éventuellement un élément, comme tu dis, pour penser la décision, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous ne sommes pas dans une dictature des experts ou même une démocratie des experts. Donc, c'est intenable, si vous voulez, jusqu'au bout, puisque la démocratie dit le protocole le plus efficace, le plus essentiel pour produire une connaissance, c'est la science, mais en même temps, au moment de la décision finale, ce n'est pas nécessairement ce que dit la science qui sera acté par le politique. Et c'est cette aporie-là, malgré tout, qu'il faut tenir, mais qui, de fait, peut heurter un esprit qui n'aime pas les paradoxes, pour le dire gentiment, si ce n'est les contradictions. Une petite question dans la salle. Vas-y Magali, je suis sûr que tu as une question. Tiens. Oui, Jean-Christian. Derrière. Jean-Christian derrière. Le chef. Bonjour, merci pour votre topo très riche, très détaillé. Alors, vous avez parlé devant un auditoire médicalisé. Maintenant, alors on aime bien un peu faire de la prévention. Je suis aussi médecin en santé publique à l'Institut du Thorax. Et comment faire pour prévenir le populisme? Et là, j'aurais deux remarques. Alors, comment faire pour être moins peureux? Si le peuple devient moins frileux, moins peureux, est-ce qu'on sera, le populisme se greffera plus facilement? Et ensuite, vous avez beaucoup cité Raoult et Trump. Mais alors là, c'est votre côté un peu psychologue. C'est deux personnes qui ont eu des enfances perturbées. Trump, on a tous entendu son enfance. Un père, il avait des relations plus que toxiques avec son père. Enfin, c'est des gens qui ont un profil psychologique particulier. Donc, comment faire pour empêcher à ces personnalités psychologiques pathologiques d'accéder à des fonctions politiques? Cynthia, je ne suis pas sûr qu'il puisse répondre totalement, mais... non, de fait. Alors, si vous voulez, c'est terrible parce que... alors, je suis psychanalyste, donc c'est pire que mes collègues psychologues cliniciens. Donc, et en tant que psychanalyste, si vous voulez, si je devais lier les destins des uns et des autres à la névrose familiale, il n'y aurait pas beaucoup de médecins, même ici, si vous voulez. Donc c'est de fait, voilà. Et puis, donc l'argument, celui-là, il est certes drôle, mais c'est vrai qu'il est pas probant dans la mesure où, en plus, la subjectivité, elle est construite, malgré tout, aussi par les épreuves que nous traversons. Et donc, tout dépend, justement, la force de sublimation que vous pouvez avoir par rapport à ça. Et donc, c'est pas tellement les épreuves qui différencient les individus, c'est cette capacité, cette force de différer et donc d'interpréter, malgré tout, cette fonction critique que vous allez pouvoir établir par rapport à une épreuve qui a été traversée. Donc, bon. Comment on se protège de ça, c'est la question. Alors, sans doute, en essayant quand même de prendre la question le plus tôt possible. Je veux dire par là que, malgré tout, il y a des grands enjeux d'éducation, d'enseignement des sciences, d'enseignement peut-être, parce qu'on voit des résultats assez probants sur Forecast,
donc sur les programmes qui ont été faits par les sociologues des sciences, par la Tour là en l'occurrence, mais qui tout d'un coup essayent d'attraper la science comme fait social total et essayer, au travers de grandes controverses, de les enseigner, d'enseigner un rapport plus dynamique à la science. Pourquoi enseigner un rapport plus dynamique? Alors qu'on enseigne un rapport, si vous voulez, très top-down, si vous voulez. Et résultat, vous avez des individus qui ont reçu un enseignement très top-down et puis qui tout d'un coup découvrent la science dans le monde d'aujourd'hui, qui n'est pas donc un monde top-down, mais qui est un monde horizontal, d'open science, etc., de confrontation des arènes. Et résultat, le rapport dynamique à la science, voilà, donc c'est simple. Il est plus difficilement appréhendable. Donc ça, typiquement, l'enseignement des controverses peut, je pense, peut aider. Et je vous ai dit, sans doute aussi, un autre type de... Après, vous voyez, c'est des choses très bêtes, mais de circulation possible entre les métiers du politique et les scientifiques. C'est-à-dire on a aussi une élite politique qui est très peu formée par les sciences, pour différentes raisons, mais notamment aussi par le fait qu'il y a très peu de passerelles. Voilà, soit vous vous destinez aux affaires publiques, soit, écoutez, c'est fini. Donc, si demain, on permet aussi un certain type de protection des statuts des uns et des autres pour que, éventuellement, on puisse aller faire 5 ans, 10 ans en exercice parlementaire, alors qu'on vient d'un territoire scientifique, ça permet aussi, si vous voulez, d'avoir des élites des élites au sens non pas moral, etc., mais des représentants politiques qui sont plus à même aussi de ne pas être les apôtres d'un populisme scientifique qui s'ignore. Donc il y a... Voilà. Avec effectivement du côté de la science, et ça c'est l'une des critiques de ce que tu as montré en fait de l'enquête Cevipof, qui est quand même très grossière comme enquête sur confiance en la science et puis très populiste qu'ils ont choisi. C'était 1700 personnes je pense, et voilà. L'une des critiques ça a été effectivement de réfléchir sur l'institution de la science plutôt que la science, et surtout notamment sur la sociologie de la science comme la Tour le fait. C'est-à-dire qui peut effectivement entrer en carrière scientifique, universitaire ou pas, avec toujours ces questions du populisme et ceux du bas, entre guillemets, de dire que vous êtes tous d'un niveau social trop élevé, donc je vous crois pas. Donc effectivement, il faut ouvrir, et comme tu dis, l'éducation à tous, c'est finalement la réponse à tout ça. Est-ce qu'il y a une autre question ou est-ce qu'on arrête? On est pile dans le timing. D'accord. Vous êtes parfait. Donc c'est The Last One. Okay. Je vous remercie encore une fois. Je pense qu'on...